Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous rencontrer dans cette vidéo. Dans la vidéo dernière, je vais vous présenter les trois éléments généraux de la responsabilité civile délictuelle, un fait générateur de la responsabilité, un dommage et un lien de causalité entre le fait et le dommage. Dans cette vidéo, je vous présente les irresponsabilités, c'est-à-dire les causes d'exonération de la responsabilité civile et les responsabilités complexes, notamment la responsabilité du fait d'autrui et du fait des choses. Mais tout d'abord, je vous parle des causes des responsabilités. Comme vous voyez dans le diapo, on a quelques synonymes du verbe être irresponsable ou exonération de sa responsabilité, ou exclure sa responsabilité, ou se dégager de sa responsabilité, ou écarter sa responsabilité, ou échapper à la responsabilité. Ce sont des synonymes de irresponsabilité. Alors, comme vous savez, pour engager la responsabilité civile délictuelle, il faut avoir l'existence de trois éléments: un fait générateur de la responsabilité, un dommage et un lien de causalité entre le fait et le dommage. Il en ressort que l'absence d'un de ces trois éléments est une cause de responsabilité. Par exemple, l'absence de fait dommageable ou du lien de causalité. Ce sont des causes de responsabilité civile. En outre, la force majeure est une cause de responsabilité. En général, il y a deux principales possibilités relatives à l'irresponsabilité civile. L'une est dans une circonstance justificative et l'autre provenant de l'attitude de la victime. Première possibilité relative à l'irresponsabilité civile, ce sont des circonstances justificatives du dommage. L'auteur du dommage n'est pas responsable quand son fait est un fait justificatif. Il a agi sur l'ordre de la loi, sur le commandement de l'autorité légitime ou dans un état de nécessité. Dans le cas où l'auteur du dommage a agi sur l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, ici l'ordre où la permission de la loi et le commandement de l'autorité légitime écartent la responsabilité civile. Dans le code pénal, il y a un principe prévu par l'article 122.4. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Alors, l'ordre, la permission de la loi et le commandement de l'autorité légitime excluent la responsabilité civile de l'auteur du dommage. Par exemple, la violation du secret professionnel par le médecin est illégale, mais dans certaines circonstances, le médecin est obligé d'avertir les autorités sanitaires de certaines maladies contagieuses, par exemple le coronavirus, la varicelle, la grippe. Ici, si l'avertissement du médecin cause un préjudice envers quelqu'un, son fait exonère de sa responsabilité civile en raison de la permission de la loi. Ou, exemple, l'exercice du droit de l'autorité publique compétente conformément à la Constitution et de la loi exclut la responsabilité civile s'obstinant à abuser. Outre l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, l'état de nécessité est aussi une cause de responsabilité. Qu'est-ce que c'est l'état de nécessité? L'état de nécessité, c'est une notion juridique qui consiste à autoriser une action illégale pour empêcher la réalisation d'un dommage plus grave. Par exemple, afin d'éviter de blesser un piéton,
un automobiliste défonce la vitrine d'un magasin. Ici, l'automobiliste n'est pas responsable parce qu'il a agi dans un état de nécessité. Afin d'éviter qu'un piéton soit happé par une automobile, je le tire violemment et lui cause un dommage. Je ne suis pas responsable parce que je suis dans un état de nécessité. Alors, il y a un état de nécessité exclut la faute de l'auteur d'un dommage lorsque le seul moyen d'échapper à un mal présent et certain est d'en causer un moins grand. La deuxième possibilité de responsabilité, c'est l'attitude de la victime. L'attitude de la victime est aussi une cause d'exonération de responsabilité civile. Dans la réalisation du préjudice, il se peut que la victime soit fautive et cette faute entraîne des conséquences sur la responsabilité civile. L'auteur du dommage est exonéré de la responsabilité ou est partiellement responsable du dommage en tenant compte de la faute de la victime. L'auteur du dommage peut être exonéré partiellement sa responsabilité s'il démontre que la victime a contribué à la production du dommage. En outre, le consentement de la victime peut aussi causer l'irresponsabilité. La faute de la victime est l'une des causes des responsabilités civiles. Le principe est que la faute de la victime, si elle a partiellement causé le dommage, entraîne un partage de responsabilité et donc l'exonération partielle de l'auteur du dommage, sans qu'il y ait à distinguer entre la responsabilité du fait personnel et celle du fait des choses. La règle vaut tout autant pour la responsabilité contractuelle. Par exemple, dans le transport de personnes, la faute de la victime peut limiter la réparation de son dommage. Dans le Code civil vietnamien, le Code civil de 2015, l'article 584 prévoit que la personne qui a causé le préjudice n'est pas tenue d'en réparer lorsque le préjudice trouve son origine dans un événement de force majeure ou repose totalement sur la faute de la partie subissant le préjudice, c'est-à-dire la victime, et lorsque la personne lésée est fautive dans la survenance du préjudice et n'est pas indemnisée pour le préjudice causé par sa faute. De même, dans le cadre de responsabilité contractuelle, le débiteur de l'obligation n'engage pas sa responsabilité civile s'il prouve que l'exécution de l'obligation est due totalement à la faute du créancier, prévu par l'article 351. Le consentement de la victime. Si le dommage est produit avec le consentement de la victime, l'auteur du dommage peut être exclu sa responsabilité civile. En droit pénal, sauf certaines exceptions, le consentement de la victime est sans effet sur l'infraction. Au contraire, en droit civil, le principe est que l'obligation de réparer disparaît quand la victime a consenti au dommage. La théorie de l'acceptation de risque de dommage par la victime est la cause d'exonération accordée par le droit civil. Par exemple, dans le cadre des activités sportives, le responsable est exclu la responsabilité car la victime est censée accepter des risques de dommage lors de la participation aux Jeux. Néanmoins, il y a quelques conditions qui doivent être réunies. D'abord, les lois du jeu doivent être respectées. Ensuite, les risques la victime peut accepter sont seulement les risques normaux. Ne sont pas couverts les violences constitutives de fautes intentionnelles ou lourdes, ni les imprudences graves constituant une atteinte à la sécurité d'autrui. Enfin, l'acceptation des risques est opérante dans le cadre des activités sportives et non dans le cadre d'activités pédagogiques. En dehors des activités sportives, la théorie de l'acceptation des risques de dommages par la victime s'applique également dans d'autres circonstances. Ici, on peut citer un exemple. Comme vous voyez dans le diapo, dans chaque paquet de cigarettes, il y a une alerte par le producteur
comme fumer tue, fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10, fumer tue, etc. Alors dans le cas où un fumeur victime d'un cancer du poumon exerce une action contre le fabricant et fournisseur du tabac, ces derniers sont exclus de la responsabilité car la victime est censée accepter des risques de dommages malgré des alertes dans le paquet de cigarettes. Ensuite, je veux vous dire une cause très fréquente dans les irresponsabilités civiles, c'est la force majeure. La force majeure est aussi un cas d'exonération de la responsabilité. Elle s'applique au domaine de la responsabilité contractuelle et aussi délictuelle. Dans le cadre de responsabilité délictuelle, pour s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, l'auteur du dommage doit prouver l'existence d'un cas de force majeure. Alors qu'est-ce que c'est la force majeure? La force majeure est un événement qui s'impose avec une force irrésistible comme cause du dommage. Il a 3 caractères cumulatifs: extériorité, imprévisibilité et surtout l'irrésistibilité. Premièrement, caractère extérieur, c'est-à-dire l'événement résulte d'une cause étrangère et est indépendant de sa volonté. Deuxièmement, le caractère imprévisible, c'est-à-dire une personne n'aurait pu le prévoir. Et troisièmement, caractère irrésistible, c'est-à-dire l'événement est insurmontable. La personne ne pouvait pas s'opposer à la réalisation du dommage. Les événements sont normalement considérés comme force majeure, comme les catastrophes naturelles, comme séismes, tempêtes, inondations, glissements de neige, tornades maritimes ou événements politiques majeurs comme des révolutions ou guerres. Section 2. Les responsabilités complexes. L'article 1242 du Code civil prévoit qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son profit, c'est-à-dire la responsabilité du fait personnel fautif, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, c'est-à-dire la responsabilité du fait d'autrui, ou des choses que l'on a sous sa garde, c'est-à-dire la responsabilité du fait des choses. Alors dans le régime de responsabilité complexe, on va examiner 2 cas très importants: la responsabilité du fait d'autrui et la responsabilité du fait des choses. Responsabilité du fait d'autrui est un régime défini par l'article 1242 du Code civil. Pour illustrer la responsabilité du fait d'autrui, voyez cette image. Malgré que A n'est pas l'auteur du dommage, A doit être responsable. Ici, A doit être responsable du fait de B parce que B a causé un dommage à C et B est la personne dont A doit répondre. C'est la responsabilité du fait d'autrui. L'article 1242 du Code civil présente certains cas particuliers: la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, la responsabilité des instituteurs et des artisans du fait de leurs élèves, et la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. D'abord, on parle de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. La loi prévoit que les parents sont responsables de plein droit lorsque leurs enfants mineurs commettent un dommage à autrui.
Cette responsabilité dure jusqu'à ce que l'enfant soit majeur. Dès 18 ans, l'enfant est responsable de ses propres actes. Mais pourquoi les parents doivent être responsables du fait de leurs enfants? C'est parce que la loi présume que les parents n'ont pas suffisamment surveillé ou ont mal éduqué les enfants mineurs qui causent des dommages à autrui. La ligne 4 de l'article 1242 prévoit que le père et la mère, en tant qu'ils s'exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par les enfants mineurs habitant avec eux. Ici, les parents sont solidairement responsables, c'est-à-dire chacun est responsable pour le tout. Cette responsabilité disparaît qui démontre qu'ils n'ont pu empêcher le fait qu'ils donnent lieu à cette responsabilité. Selon l'article 1942, la jurisprudence interprète restrictivement ce texte. Les parents sont responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent la force majeure ou la faute de la victime. Nous voyons ici la responsabilité solidaire des parents reconnue par la loi. Mais la question qui se pose est la suivante: qui est responsable des dommages causés par l'enfant mineur lorsque les parents sont divorcés? La Cour de cassation, dans plus ses arrêts, a confirmé que le parent chez qui réside habituellement l'enfant qui est automatiquement responsable. La fixation de la résidence habituelle entraîne automatiquement la responsabilité du parent gardien, qui doit exercer constamment son devoir de surveillance. Et ce même si l'acte de l'enfant a lieu là d'un droit de visite. On peut citer ici un exemple. Dans l'arrêt de chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 novembre 2012, un enfant de 13 ans avait provoqué un incendie et détruit un gymnase alors qu'il était en week-end chez son père. La mère avait la garde de l'enfant. Et la Cour de cassation a estimé qu'un seul pouvait avoir engagé sa responsabilité de plein droit, c'est-à-dire automatiquement. En cas de résident interné, la responsabilité aurait sûrement été partagée. Responsabilité de commettant est une responsabilité du fait d'autrui. Selon la ligne 5 de l'article 1942 du Code civil, le maître et le commettant du dommage causé par le domestique et préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. L'objectif de cette disposition est de transférer la responsabilité sur la personne qui exerçait une autorité sur le préposé. Un exemple nous permettra d'avoir une première vue de la responsabilité du commettant. Un chauffeur de taxi renverse un piéton. Le client n'est pas responsable car il n'est pas le commettant du chauffeur. Ici, le maître est responsable puisqu'il est le commettant du chauffeur. La jurisprudence reconnaît que la responsabilité du commettant ne peut être engagée qu'en cas de faute du préposé. En d'autres termes, le commettant ne répond pas du fait non fautif causant du préposé. Il faut noter qu'afin d'engager la responsabilité du commettant, le fait dommageable du préposé doit se rapporter à ses fonctions. Comme énoncé à l'article 1242, le commettant est responsable des dommages que le préposé a commis dans l'accomplissement de sa mission confiée par le commettant ou dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas contraire, aucun lien n'existe avec l'exercice de la fonction et il n'y a aucune raison de demander réparation au commettant. Dans un arrêt du 15 février 1977, un ouvrier a assassiné un de ses compagnons de travail. La Cour de cassation l'a engagé la responsabilité totale de dommages. Ici, son employeur ne répond pas de dommages car le fait dommageable
a eu lieu en dehors du lieu et des heures de travail et est indépendant de l'exercice de ses fonctions. Alors, on peut voir que le commettant peut se dégager de sa responsabilité en prouvant l'abus de fonction du préposé. En règle, le régime de responsabilité du commettant du fait de le préposé ne s'applique pas en cas de dommage causé par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors de fonctions auxquelles il était employé. Un arrêt de l'Assemblée plénière du 19 mai 1988 a précisé que le commettant ne cessait de sa responsabilité que si son préposé a agi hors de fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Ici, pour que le commettant soit exonéré, il faut que 3 conditions soient cumulativement réunies: absence d'autorisation, fin étrangère aux attributions du préposé et dépassement des fonctions. Si les 2 premières conditions étaient assez faciles à apprécier, la troisième était en réalité difficile à déterminer. En effet, on pose la question: quand était-on hors de fonction? En pratique, le juge apprécie s'il existe un lien formel, circonstance, temps, lien moyen entre le fait dommageable et la fonction. S'il existe un tel lieu, le préposé n'a pas agi en dehors de ses fonctions. Pour s'exonérer, le commettant devra convaincre le juge que les fonctions du préposé n'ont pas aucun rôle déterminant dans le processus dommageable. Ainsi, la charge de preuve pèse sur le commettant. Outre la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, des commettants du fait de leurs préposés, dans le régime de responsabilité du fait d'autrui, on parle aussi de la responsabilité des artisans, du fait des apprentis et des élèves. Selon l'article 1242 du Code civil, à l'alinéa 6, les instituteurs et les artisans du dommage causé par les élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La notion d'artisan vise ici toute personne qui donne une formation professionnelle. Lorsque les artisans exercent sur un apprenti l'autorité, l'éducation et la surveillance, ils répondent de son fait dommageable, comme l'auraient fait les parents. Selon l'alinéa 6 de l'article 1242, l'artisan n'est responsable de son apprenti que dans la mesure où celui-ci est sous sa surveillance. On peut en déduire que l'artisan peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a aucune faute de surveillance. Afin d'être exonéré de la responsabilité, les artisans doivent démontrer qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. La solution est ainsi similaire à celle du régime de responsabilité des parents du fait de leurs enfants. En outre, en prouvant l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime, la responsabilité de l'artisan pourrait se dégager. Merci pour votre attention et à la prochaine.